Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. C'est donc finalement 7 jours après le lancement de la campagne qu'il a choisi de rentrer dans la danse. Paul Biya, une fois de plus, jetait son dévolu sur la fille aînée du renouveau, à savoir Maroua. Une ville qu'il a accueillie le temps d'un discours, laissant ainsi ses lieutenants la latitude de continuer le travail de mobilisation des troupes. Ces dernières, visiblement mises en difficulté par la vague déferlante Maurice Kamto, samedi 22 septembre à Douala et dimanche 30 septembre en Fandena Yaoundé. L'on n'est pas prêt d'oublier le raz-de-marée de Cabral Libing au stade de Sikam le 23 septembre au stade de Sikam de Douala. Présidentielle 2018, Paul Biya entre en campagne, le compte à rebours. Présidentielle 2018, le compte à rebours. Donc, pour en parler, je suis avec Maître Désiré Sikati. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Vous êtes cadre du MRC. Bien entendu. Et vous arborez le brassard. Oh bon, c'est pas un brassard en tant que tel. Disons que c'est un signe d'identification de notre candidat, oui. Le tirage du penalty en période de campagne électorale. Vous savez que c'est une période qui, au regard de la loi, c'est une période durant laquelle tous ceux qui travaillent pour le candidat doivent faire sa propagande, sa promotion, le mettre en évidence. Et j'ai estimé que porter un brassard avec le nom de Maurice Kamto participerait à le mettre davantage en évidence. À partir du moment où c'est pas passé inaperçu sur ce plateau, ça veut dire que tous ceux qui nous regardent voient très bien que je défends la propagande, je défends l'œuvre de M. Maurice Kamto. Ok, merci d'être venu. Sur ce plateau également, Germinal Soso, bonsoir. Bonsoir M. Otto et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Vous êtes le coordonnateur départemental CAM pour le parti Univers. Absolument, c'est bien cela. Et vous faites aussi partie du pôle communication de ce parti. Oui, c'est à ce titre que je suis là ce soir. Donc vous représentez le candidat Cabral Libing. Nous attendons le RDPC. Sur ce plateau également, Éric Martial Djomou. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste. Téléspectateurs. Oui, vous êtes journaliste à rédaction centrale Equinox Télévision. Vous qui êtes habitué des campagnes présidentielles. Vous avez regardé ce qui s'est passé à Maroua. Bien sûr, on a regardé ce qui s'est passé à Maroua. On a constaté que c'était le président de la République. Oui, malheureusement. Il y a eu un mélange? Non, il n'y a même pas eu de mélange. J'ai pas eu l'impression de voir le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Président de la République. Oui, j'ai eu le sentiment d'avoir en face de moi le président de la République qui a choisi, dans un discours quelque peu habituel, de s'exprimer devant les populations de la région de l'extrême nord. On va rentrer dans le discours tout à l'heure. Donc, je dis sur la forme, c'était le président de la République. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on avait affaire à un candidat à l'élection présidentielle qui est venu haranguer les foules, qui est venu chercher à convaincre les populations. Je n'ai malheureusement pas eu ce sentiment. Maître Sikati, c'est le même sentiment que vous avez eu, le président de la République et non le candidat Paul Biya à Maroua samedi? Bon, voyez-vous, je pense que le régime de M. Biya nous a habitués malheureusement à une sorte de confusion. Déjà à partir du moment où il y a une véritable confusion entre, je dirais, l'État et le parti RDPC, parce que d'aucuns parlent même de parti d'État, je ne suis pas surpris que là où on attend un candidat, fût-il président de la République, on voit plutôt un président, du moins un candidat qui vient dans les habits d'un véritable président de la République. Et c'est là où se repose la problématique de l'égalité de tous les candidats en période de campagne électorale. Parce que sous d'autres cieux, je pense que le président se met en retrait en période de campagne électorale à partir du moment où il est président et je veux dire il est candidat et président sortant. Il doit se mettre en retrait. Mais malheureusement chez nous, il y a une véritable confusion dans les rôles. Donc je n'ai pas été surpris. Toutefois, je pense que le détail qui aura certainement attiré l'attention de beaucoup de Camerounais, c'est le fait que depuis que le Cameroun, du moins l'armée camerounaise, a engagé cette guerre contre Boko Haram, je pense que c'était en 2011 ou 2012. 2014. Ouais,
voyez, bon, en fait, disons qu'il y avait déjà... Il déclare la guerre officiellement. Non, je vais dire, il y avait déjà des escarmouches, il y avait des fortes pénétrations de Boko Haram entre 2002, des enlèvements, les moulins Fournier, par exemple, je pense que c'était en 2012. Mais je suis quand même surpris que le président de la République n'ait jamais trouvé le temps d'aller conforter les forces de défense. Oui, on va y revenir. Donc ça, c'est le détail. Sur le président et le candidat, restons sur cet aspect-là. Oui, ben, voyez-vous, j'étais en train de dire qu'en fait, on est un peu habitué à ça, c'est-à-dire c'est un véritable folklore du paraître. C'est facile d'essayer de partir, là, M. Tikati? Oui, bien sûr que ça devrait être facile. Ça se fait. Ça se fait parce que je prendrai un petit exemple. Chez nous, les avocats, par exemple, lorsque les élections arrivent, bon, le bâtonnier sortant, il se met en retrait et laisse la latitude, disons, à un nouveau bureau qui a été mis sur pied de conduire les élections. Donc, c'est des choses tellement élémentaires qu'elles devraient être appliquées dans un système démocratique, dans un système qui se veut républicain. À partir du moment où le président vient, dans le cadre d'une campagne électorale, avec les habits de président, je pense qu'il tire profit des attributs de l'État, il tire profit de l'argent public, il tire profit du protocole d'État, il tire profit de beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est pas normal. Ça crée une sorte de rupture au niveau de l'équilibre qu'il devrait avoir entre les différents candidats. Bon, malheureusement, lorsqu'on est habitué au régime du renouveau, on comprend que ce n'est pas nouveau du tout, ce n'est pas nouveau parce qu'en fait, il y a une véritable confusion. Regardez d'ailleurs, dans le cadre de la campagne électorale, vous verrez qu'il y a des véhicules portant les plaques d'immatriculation administrative qui sont utilisés par des fonctionnaires pour battre campagne pour le compte du candidat Biya. Vous verrez que, par exemple, le RDPC, en même temps qu'on donne 15 millions pour les frais de campagne aux candidats de l'opposition, le RDPC, on ne sait pas quel est son compte de campagne. Donc, je pense que dans un vrai système politique équilibré, on doit avoir des partis politiques et en période électorale des candidats qui sont logés à la même enseigne. Voilà, et c'est l'une des choses, l'un des mauvais systèmes sur lequel le professeur Kamto entend revenir dans le cadre de sa réforme institutionnelle. Parce que lorsque le professeur Kamto propose la limitation de mandat, il propose un mandat présidentiel pour 5 ans, renouvelable une fois. En réalité, il y aura beaucoup de corollaires sur le plan politique, en ce sens que le président de la République, en période de campagne électorale, doit être logé à la même enseigne que tout le monde. Donc, je pense que c'est peut-être un discours qu'on fait, c'est une rengaine qu'on fait, mais ça rentre dans les oreilles de sourds, parce qu'en fait, le constat que vous faites et dont je vous emboîte le pas, c'est un constat qu'on fait depuis pratiquement l'avènement de M. Biya, du moins l'avènement de la démocratie dans les années 90, c'est-à-dire qu'on est un parti politique qui veut toujours s'arroger la part du lion, s'arroger tous les pouvoirs. Voilà, donc, quand vous voyez un parti politique qui peut se permettre de distribuer gratuitement des gadgets à des militants, à des sympathisants, à des tiers, à des kidam, sans qu'on sache où est-ce que l'argent ça vient, je pense qu'il y a un véritable problème. Quand vous voyez un parti politique qui peut se permettre de faire un affichage grotesque et à la limite salissant dans les différentes villes du Cameroun, je pense que ça pose véritablement un problème. Le problème de la grandiloquence du RDPC, le problème du manque d'humilité, parce qu'en fait, lorsqu'on est un parti leader, il faut même pas seulement un parti leader. Les hommes politiques doivent respecter la loi. On ne peut pas être dans un pays où la loi électorale dit que les candidats doivent faire des affiches, poser leurs affiches dans des endroits prévus pour cela par les CAM et les communes, et qu'on voit quand même que le RDPC se permet de faire de l'affichage dans les domiciles, sur les murs des gens, sans s'interroger ce qu'il adviendrait après, parce qu'il y a un problème de salissure. C'est pas eux qui refont les peintures des gens. Donc moi je pense qu'il faut quand même que les politiques doivent prêcher par l'exemple. Et si en période de campagne électorale vous respectez par la propriété privée, ben je conçois bien que pendant que vous exercez votre mandat, vous ne soyez pas capable de respecter la propriété publique. Ok, Germinal Soso, sur cet aspect, le président de la République, on a vu le président de la République qui lance la campagne du RDPC. Comme ça qu'il faut voir la chose, je crois. Et non le candidat. Absolument, Alain Autou. C'est le président de la République qui lance la campagne. Tout a été organisé pour que les Camerounais voient la chose ainsi. Donc, personnellement, ça ne me surprend pas. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit faire. À chaque sortie du président, on voudrait le magnifier. Et à cette symbolique qu'on voudrait mettre en avant. C'est l'homme de la situation. Malheureusement, les Camerounais ne marchent plus à ce disque. Il est déjà rayé. Aujourd'hui, nous, au Parti Univers, nous proposons quelque chose de nouveau avec le candidat Cabral. C'est pour cela que nous prenons acte des événements et nous comptons sur la bonne conscience des Camerounais pour se rendre compte de ce que l'État en action doit être différent du candidat en action.
quand on confond l'État et le parti politique, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et il ne se limite pas seulement là au niveau des élections présidentielles, même dans la vie de tous les jours des Camerounais. On a soulevé le problème tout à l'heure. L'utilisation des véhicules de l'État pour la campagne présidentielle, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand on revient au niveau du financement, on se rend compte que c'est des fonctionnaires, membres du bureau politique, qui cotisent. Combien? On ne sait pas. Pendant ce temps, on donne 15 millions aux autres acteurs. Eux, ils ont un budget d'environ 2 milliards. Est-ce que, quand on passe sur cette base-là, le jeu est fair play? Non, je ne pense pas. Donc, je crois que c'est des choses sur lesquelles nous, à Univers, on va revenir et on va permettre à ce que le jeu soit véritablement équilibré pour tout le monde. Et Eric Massanjomo, vous qui avez couvert l'élection présidentielle au Gabon, dites-nous un peu comment se comportait Ali Bongo Ondimba, le candidat PDG. Voilà, je vais commencer par dire que il était clairement, il s'était clairement départi de sa fonction de président de la République. Je me rappelle par exemple, j'y arrive. Lors du premier meeting, de son meeting de lancement qui se déroulait au stade d'Angondé à Libreville, eh bien, nous étions là, notre équipe d'Equinox Télévision, pour la couverture de ce meeting de lancement. Et franchement, nous qui étions habitués aux réalités camerounaises, vous savez, quand le président de la République se déplace, et nous qui ne faisons pas de différence entre le président de la République et le candidat à une élection présidentielle, eh bien, on s'attendait à souffrir. Véritablement. Souffrir dans quel sens? Souffrir déjà par la haute sécurité qui allait être déployée autour du stade d'Agondé, même dans le stade d'Agondé pour ce lancement de la campagne du candidat Ali. Eh bien non. Assez facilement, juste un check-up d'usage, et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur du stade, nous avons pu déployer le matériel. Et l'autre grosse surprise pour moi a été de constater que voilà, le président de la République qui est arrivé, tout simple, il n'y avait pas grand monde ou grand chose autour de lui en termes de sécurité, il n'y avait pas de véhicule estampillé administration, on sait que il n'y avait pas, que je termine, il n'y avait pas au regard à l'observation, il n'y avait pas c'est-à-dire que de maintenu véritablement autour de lui. Et j'ai posé la question, on m'a dit non, c'est des hommes recrutés par lui qui assurent sa sécurité le temps de la campagne présidentielle, et l'armée, elle, reprendra les choses, ou alors reprendra sa garde directe. Voilà, une fois cette élection passée. Donc, c'est des choses que nous avons pu observer, et ça ne s'appliquait pas seulement au président de la République, ça s'appliquait aussi à ses membres du gouvernement, voilà, qui s'étaient engagés dans sa campagne électorale. Et tout de suite, pour nous, Camerounais habitués à nos réalités, je peux vous dire que c'était la grosse surprise, parce que on s'attendait à voir véritablement le gouvernement et les moyens de l'administration impliquée dans cette campagne, ce qui n'avait pas été le cas. Ouais, comme ce qu'on a vu à Maroua. Voilà, par exemple ce qui a été vu à Maroua. Voilà, sur ce plateau avec nous également, Honoré César Ngomo, bonsoir. Bonsoir Serge, oui. Bonsoir à tous les copanélistes. Voilà, vous êtes conseiller à la section RDPC Vouritois. C'est exact, je suis un élu de Vouritois. Également président de l'association J'aime le Cameroun. Exact. Voilà, vous nous avez trouvé, on parlait de ce qu'on a vu à Maroua. On a plutôt vu le président de la République lancer la campagne du RDPC. Qu'avez-vous à dire? Oui, la campagne est et non le candidat Paul Biya. La campagne, elle est lancée depuis le 22. Donc, le RDPC est un parti organisé, il est décentralisé. Donc, samedi, nous avons vécu la première sortie de notre candidat, parce qu'un sage ne bavarde pas pour bavarder. Et il a des lieutenants à qui il donne des orientations, il donne des consignes. Et ceci est fait depuis l'entame de la campagne électorale, depuis le 22. Est-ce que vous comprenez d'où se trouve la gêne des Camerounais? On a plutôt vu le président de la République et non le candidat Biya. C'est ça le problème. Le candidat Paul Biya a deux postures. Oui. Jusqu'à date, il est président de la République, cumulativement avec sa posture de candidat à l'élection présidentielle. C'est consigné dans quel texte ça? Et vous me sortiez le texte qui ne lui autorise pas
à bénéficier des prérogatives de la position d'un président de la République. Je suis désolé. Maintenant, vous aurez votre temps de parole pour nous l'expliquer. Donc, je voudrais dire ici que le président de la République bénéficie encore de ces prérogatives-là. Et tout à l'heure, j'ai suivi au maire Éric Martial Diomon dit que les autres candidats ne bénéficient pas d'un certain nombre de prérogatives. Je dirais c'est peut-être il n'a pas la bonne information. Non, il parlait du cas d'Ali Bongo Ondimba Okapo. En ce qui concerne les candidats, je voulais dire que tous les candidats bénéficient de cette même sécurité. Mais elle est beaucoup plus voilée, elle est invisible. C'est des hommes en civil, c'est des hommes en civil qui sont là pour leur protection. Et donc ils ont la même sécurité que tous les autres candidats. Donc rien ne peut leur arriver, quel que soit lambda, ne vous méprenez pas. Donc en ce qui concerne la question dont vous me posiez à la première sortie du président, nous allons vivre la deuxième demain, s'il plaît à Dieu, si toutes les informations sont confirmées. Et il est dans une posture, en même temps, il doit assurer la conduite de la nation en attendant que les résultats du 7 octobre tombent. Et en même temps, il doit pouvoir défendre son bilan, ce qu'il est en train de faire. Il doit pouvoir galvaniser ses troupes, ce qu'il est en train de faire. Il doit en même temps de pouvoir attirer, convaincre les indécis, ce qu'on est en train de faire. Et la campagne ne fait que commencer parce que nous allons de façon crescendo et nous comprenons la peur de la partie adverse. Honoré César, je reste avec vous. Le président de la République a déclaré la guerre à Boko Haram en 2014. Les populations de Maroua l'attendaient, comme celles du nord-ouest et du sud-ouest depuis. Elles n'ont pas vu le président de la République. L'armée l'attendait, les troupes l'attendaient. Vous savez ce que ça fait lorsque le chef arrive, on n'a pas vu le président. On voit le président le 30, le 29 pour lancer sa campagne. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Ne tombons pas dans la diffamation, Serge Alain Autou. Un président de la République, ça ne court pas dans tous les endroits, ça ne court pas dans tous les lieux, ça ne court pas dans tous les ragots, ça ne court pas dans toutes les rumeurs. Le Cameroun a vécu une situation de crise. Il a des représentants dont il a donné mission de pouvoir rétablir de l'ordre, de pouvoir réconforter les victimes, de pouvoir assister les victimes. Entre-temps, vous avez oublié de souligner qu'à l'Esremno, nous avons eu une catastrophe naturelle, la sortie du lac Maga. Il a posé les actes, il est même allé sur place conforter les citoyens. Mais ne pensez pas qu'à tout prix, il va pouvoir... Ça veut dire que tous les dirigeants auront besoin de lui. C'est mauvais s'il le fait. Mais il a toujours fait. Ne venez pas seulement vous attarder sur ce qu'on vous pouvez agiter, qu'il y a eu la guerre de Boko Haram, il n'est pas parti. Non, il a délégué les plus hautes autorités de ces pays pour pouvoir le représenter, pour pouvoir consolider, assister les victimes. Ça a été fait. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la candidature de notre président. Il est question de pouvoir dire aux Camerounais pourquoi est-ce que le 7 octobre, nous devons le choisir. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ici, Serge Alain, tout tu permets, je vais chuter par là. Oui. Je sors d'une situation difficile il y a quelques années. Ceux qui connaissent le président de l'OGDPC de Manoka. Lorsqu'il est décédé, son petit frère est un grand ami à moi. Nous sommes allés à la campagne, nous avons sorti le corps ici à Nebel. Il fallait traverser Youpé, traverser la mer pour accompagner à Manoka. Manoka est une île. Nous devons affronter la mer. J'ai été parmi les passagers qui avaient embarqué dans cette pirogue-là. Et au milieu de la mer, nous avons vécu, parce que nous avons emprunté la pirogue à une heure qui n'était pas conseillée. C'est une heure à laquelle on dit souvent la mer se déchaîne. Nous étions entre 16h et 17h. Au milieu de la mer, nous avons vécu, moi j'ai vécu la peur bleue de ma vie. J'ai vu des vagues de 2 mètres d'auteur. Et à cela, j'ai vu, je peux l'appeler chauffeur, le pilote ou alors le capitaine, comment est-ce qu'il négociait avec les vagues, il cherchait. Nous avons failli être renversés par ces vagues violentes. Et par la force des choses, nous avons pu accoster. Pendant que nous vivions ces moments-là, le pilote, le chauffeur, le capitaine de cette pirogue n'a pas regardé qu'il avait un diplôme quelconque. Il a mené de bout en bout toutes ces vagues, toutes ces tempêtes.
Et nous avons pu accoster. Et pourquoi nous avions accosté? Il a fait prévaloir l'expérience de ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, le Cameroun est dans une période où nous n'avons pas besoin d'essais. Le Cameroun n'est pas un stade, un terrain d'essai. Merci. Les 7 ans de prochain avenir, je suis par là, c'est les 7 ans. C'est la première fois que vous disiez ça. C'est les 7 ans de symbole. Vous allez finir par vous casser la jambe. Président de la République, chuter. c'est 7 ans un symbole pour qu'il nous mène enfin vers l'émergence. Ok, merci. Sur cette question, Maître Sikati, 2014, la guerre contre Boko Haram, le président déclare la guerre. Peut-être une parenthèse. Quand Jules le dit, un chef d'État, ça ne court pas, ça ne se déplace pas n'importe comment. Je dis, bon, sauf si nous avons nos réalités camerounaises qui sont loin d'être celles qu'on observe ailleurs. À ce que je sache, le chef de l'État, le président de la République, c'est celui qui doit être présent partout où on a besoin de lui. C'est celui qui, quand il y a des sinistres d'une certaine ampleur, est présent pour reconforter. C'est celui qui est au chevet de ces populations quand celles-ci ont besoin de lui. On va prendre, bon, je vais rester sur le cas de Marois. Vous avez parlé de cette guerre qui a été déclarée à Boko Haram en 2014. Comment comprendre que de 2014 à 2018, le chef de l'État, le président de la République, le chef des armées n'ait pas daigné se déplacer, qu'il n'ait pas daigné aller au chevet de cette armée qui perdait ses hommes au fil des jours, de ces blessés même qu'on acheminait par qu'on a vu des trébis à Yaoundé que je puisse si vous permettez, été assisté, oui ou non, je vais au-delà. Ça ne suffit pas toujours. Vous n'allez pas me dire César. Vous avez votre enfant qui, par exemple, fait des études, ou votre enfant qui se trouve dans une localité quelconque, qui fait face à une situation. Vous pensez que c'est parce que vous lui envoyez beaucoup d'argent pour pouvoir se prendre en charge que cet enfant va se sentir plus reconforté que si vous étiez là. Quand vous avez 25 millions d'enfants, comment on les gérez vous au même moment? Il y a des situations. Merci. Maître Sikati, sur cette question, le président, après 4 ans, on le voit pour lancer sa campagne à Marois. Je dois avouer que je suis très impressionné par l'argumentaire du représentant du RDPC, qui vient là de prouver effectivement ce que tous les Camerounais pensent, c'est-à-dire que le manque le déficit d'apathie, le déficit de compassion est le caractère fondamental du président Biya. Je pense que tout le monde sait très bien que chaque fois que le Cameroun a connu une catastrophe majeure, le président Biya n'a jamais été proche des Camerounais, que ce soit la catastrophe de Sam et Foulan, que ce soit la catastrophe du lac Nyos, la catastrophe ferroviaire des ECA, même les obsèques des militaires qui met au front, que ce soit pour la crise anglophone ou bien ceux qui sont morts par le fait des terroristes de Boko Haram. Chaque fois que les obsèques ou bien les oraisons se passaient... La catastrophe de Sam, il s'était arrêté. Il sortait d'un voyage privé. Il ne doit pas s'arrêter. Il s'est arrêté au niveau de la catastrophe. Non, il doit pas s'arrêter. Il doit pas s'arrêter parce que, voyez-vous, je vois souvent d'autres chefs d'État, même quand ils sont en voyage officiel, écourter leur séjour dans le cadre de leur voyage officiel pour venir apporter leur compassion à des personnes qui sont dans une situation de sinistré. Donc j'étais en train de dire que non, on attend plus de lui. Moi, je vois un président qui n'est pas capable d'aller une seule fois rendre hommage aux militaires qui reçoivent des hommages à Yaoundé, alors que c'est la ville où lui-même il réside en tant que président de la République. Donc je pense que c'est un véritable problème. Aujourd'hui, on ne peut pas expliquer. Le devoir de compassion, c'est l'un des caractères fondamentaux qui doit guider un président, parce que le président de la République, il est comme un père de famille. Si vous considérez que votre père, si vous êtes malade, il ne peut pas venir vous réconforter, ça veut tout simplement dire que vous êtes trompé de géniteur. Donc il faudrait que nous apprenions à redonner certaines valeurs à la fonction présidentielle. Le devoir de présence.
Vous voyez? Donc, quand je parle de devoir de présence, ça veut dire que le président de la République doit comprendre qu'il doit être capable d'écourter même son sommeil en pleine nuit parce qu'il y a un incident qui nécessite qu'il soit auprès des Camerounais. Donc, Biya, je pense que la seule chose qui l'intéresse, c'est peut-être les honneurs de son pouvoir. Mais maintenant, il faudrait aussi comprendre que le pouvoir n'a pas que les honneurs. Le pouvoir également un ensemble de devoirs. Quand regardez la crise anglophone. Comment pouvez-vous expliquer le fait que depuis pratiquement 2 ans, le président de la République ne fasse même pas une visite éphémère dans les régions anglophones, ne serait-ce que pour faire comprendre à nos compatriotes de ces 2 régions-là qu'il est intéressé par leur situation. Et quand vous écoutez d'ailleurs beaucoup de personnes, beaucoup de compatriotes anglophones, ces personnes-là vous disent que le président de la République vienne parler. Elles ne demandent pas que le président de la République vienne apporter une solution immédiate qui les arrangerait, mais elles voudraient au moins se sentir soutenues par le président de la République. Donc, venir expliquer que le président de la République, c'est pas n'importe qui, il est très occupé, qui ne doit pas, c'est pas un enfant qui doit parler n'importe où. Mais je pense que c'est une grosse injure que les Camerounais apprécieront. Et lorsqu'on regarde la déferlante populaire qu'il y a dans cette campagne, autour de, bien sûr, Maurice Kamto et quelques candidats de l'opposition aussi, d'autres candidats, je pense que c'est l'expression d'un sentiment de ras-le-bol. Voilà, le ras-le-bol est général. Il n'est pas seulement sur le plan du bilan, mon cher M. Ngomo. Il est également sur l'aspect purement subjectif concernant M. Biya, c'est-à-dire sa capacité à voir ses concitoyens souffrir et à ne ressentir rien du tout, ne pas se ressentir concerné. Donc, je pense que M. Biya, c'est le président qui doit prendre sa retraite. Parce que les Camerounais méritent un président qui est beaucoup plus proche d'eux, un président qui est comme un conseiller pour eux, un président qui est à la limite comme un confesseur. C'est-à-dire, lorsque le président doit même être accessible. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où un ministre ne peut pas rencontrer facilement le président de la République. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a une catastrophe. Lorsqu'il y a eu la catastrophe ferroviaire des ECA, le ministre des Transports aurait pu vouloir rencontrer le président de la République, peut-être pour recevoir certaines directives, mais au Cameroun, pour rencontrer le président, mais un ministre, il doit remplir une demande d'audience, il doit respecter les procédures, ce qui ne se voit nulle part ailleurs. Donc, je pense qu'on est en train de faire peut-être un débat sur quelque chose qui relève d'un véritable secret de polichinelle. Voilà, je reste avec vous sur votre champion, Maurice Kamto. Hier, c'était, on va l'appeler comme ça, une autre déferlante, enfant dedans. Après, voilà, c'est-à-dire le trottoir, on va dire comme ça, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le trottoir du lycée bilingue de Bonaveri, hein. Maître Sikati, vous avez fait, il a réussi à mobiliser la poule sur le trottoir, et dans l'après-midi, c'était du côté de Saint-Michel. Hier, c'était Yaoundé. Qu'est-ce qui peut justifier ça, Maître Sikati? C'est la présence de ces soutiens. On a vu. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui explique ça? Avant tous les ralliements, oui, dont le candidat Kamto bénéficie aujourd'hui, je pense qu'il s'était déployé sur le terrain. Il a été dans le Septentrion, il y a de cela, je pense, environ 2 mois. Et à cette époque-là, tous les autres personnes, tous les autres leaders politiques et personnalités de la société civile qui sont avec nous n'étaient pas encore là, mais on a quand même vu qu'il y avait vraiment une véritable osmose. On parle de près de 300 escales avant la campagne. Ce n'est pas les escales, c'est des meetings. Oui. Parce que escale, ça veut dire vous faites un passage de 2 secondes et puis vous partez. C'est des meetings. Le professeur Kamto est arrivé dans certains villages de l'extrême nord où, du fait d'une panne de voiture, il était obligé d'arriver au lieu du meeting à 2h du matin et à 2h, les gens l'attendaient. Vous avez vu son meeting à Malatouane. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit le fait des ralliements, que cette effervescence populaire... C'est un travail en amont, c'est ce que vous voulez dire. C'est un travail en amont, mais qui participe également du sérieux d'un candidat qui a un programme convaincant, assis sur des bases logiques, des calculs arithmétiques élémentaires et qui sont réalisables. C'est un candidat, c'est la première fois dans le cadre d'une campagne électorale au Cameroun qu'on voit un candidat dérouler un véritable programme. Et je voudrais dire que ce n'est pas un programme de circonstances. Parce qu'en fait, lorsque vous regardez bien le programme, les 5 chantiers qui sont envisagés par le professeur Maurice Kamto, si vous regardez, vous lisez le programme de société du MRC qui était sur la place publique depuis pratiquement 2012, vous verrez qu'en fait, ces 5 chantiers-là, c'est les 5 piliers qui sont devenus les 5 chantiers et qui sont sur le point d'être implémentés par le tireur du pénalty qui va certainement marquer le pénalty. Donc, je pense que les Camerounais ont compris qu'on peut faire la politique autrement. Et dès le départ, nous l'avions dit, c'est-à-dire que le MRC entend faire la politique
politique. Autrement, ça veut dire ne pas aller flatter les électeurs avec du pain et de la sardine comme le fait le RDPC. Offrir des pagnes, offrir des clés USB, des montres, des cravates qui ressemblent un peu à celles que porte le représentant du RDPC sur le plateau, ou bien son chapeau. Je pense que c'est que l'électeur camerounais, vous voyez, il y a une véritable maturité politique qui est en train de naître dans la conscience des Camerounais. Ils jugent les hommes politiques maintenant sur la base de ce qu'ils disent. L'outil informatique est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés, les Camerounais sont capables d'avoir une véritable formation politique sans être obligés de se confiner seulement dans l'isolement que le parti au pouvoir leur imposait dans le cadre du média unique. Donc aujourd'hui, le Camerounais sait quel est le bon candidat. Et puis, lorsque vous parlez de Kamto, la déferlante populaire à Douala, je voudrais vous rappeler que samedi surpassé, nous avons organisé 2 meetings extrêmement populaires à Douala, un au Collège Saint-Michel et un autre à Bonabéry. Et qu'à chacune de nos sorties, nous faisons l'objet des persécutions des autorités administratives. Si je vous disais par exemple que nous avons été interdits de meeting à San Minima, sachez que c'est vrai. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto était à Ebolova, il y avait une déferlante populaire, malgré les appels des autorités de la ville qui consistaient à demander aux habitants à ne pas venir au meeting. J'ai des camarades qui étaient là-bas, qui accompagnent le professeur dans le cadre de la sensibilisation, dont les téléphones portables ont été arrachés, dont les affiches qu'ils étaient en train de coller ont été arrachées. Ils vont se plaindre à la gendarmerie, personne ne les regarde. On a eu la même situation à Ayos. Dans plusieurs villes, c'est comme ça. Je voudrais dire d'ailleurs, quand nous parlons de déferlante populaire, vous avez vu l'osmose qu'il y a eu entre le professeur Kamto et les populations de Bertois. Donc je pense que c'est un véritable phénomène qui traduit un ras-le-bol général de la quasi-totalité des Camerounais. Et à partir de ce phénomène général-là, on peut comprendre que rien ne saurait justifier que le régime de M. Biya ou bien M. Biya soit réélu, parce que les sondages, c'est les choses les plus élémentaires, c'est-à-dire on voit bien que les Camerounais ne sont pas d'accord avec M. Biya. Honoré César Ngomo, vous avez vu les meetings le week-end dernier à Douala, professeur Maurice Kamto, lycée bilingue et collège Saint-Michel. Le lendemain, c'est Cabral Libi qui a fait ce qu'il a fait du côté du stade Sikam. Hier encore, professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Tout ça vous inquiète? Serge, alors, il faut dire une chose qui est très positive dans cette campagne. Il y a une grande ferveur populaire. Les candidats sont tous respectables. Ils ont de la matière. Mais j'ai suivi de bout en bout le premier meeting de Cabral Libi à la cité Sikam, qui est un meeting gigantesque. Près de 10 000 personnes mobilisées. Mais dans ma petite enquête... Plus de 10 000, vous voulez dire. Plus de 10 000 personnes mobilisées, pardon. Il faut être juste dans ce contexte. J'ai, dans ma petite enquête, interrogé à peu près une dizaine de personnes. Mais il n'y avait que... Les 9 autres m'ont demandé où est-ce qu'on prend cette carte-là. Il n'y avait qu'une seule personne qui m'a présenté sa carte. À celle du professeur Maurice Kamto, parce que... Vous demandez aux gens de vous présenter les cartes? Non, il y a une façon de mêler des petits enquêtes. Vous allez... C'est des choses qu'on Et ce qui s'est passé à Yaoundé, j'y étais personnellement, et nous n'avions pas eu plus de 2% de personnes qui avaient des cartes d'électeurs. Ça veut dire que nous savons qu'en 2025, il y aura match. Et ces candidats doivent user d'intelligence pour bien s'apprêter. Parce que nous, le RDPC, nous entendons garder ce pouvoir-là. Et c'est pour cela que le président de la République, pour prendre l'exemple du meeting d'hier, nous avons eu à peu près plus de 60 000 personnes mobilisées et 98% avaient leur carte électeur. Et simultanément, dans tous les presque 360 communes et les départements où les meetings se tenaient, nous avions presque 95 à 98% qui avaient leur carte d'électeur. Donc c'est pour dire que quand vous voyez dites-moi, quand vous dites 360 communes, vous comptez le nord-ouest et le sud-ouest? Les meetings se font là-bas? Par endroit, si. Comment? Si. Ou par exemple? Permettez-moi de pouvoir développer. Le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons des départements. Tout n'est pas... Ne généralisez pas. Ne généralisez pas. Donc, il y a bien des localités qui font bon vivre. Lesquelles, par exemple? Permettez-moi, M. Sikati, je prendrai mon dictionnaire tout à l'heure géographique pour pouvoir vous donner les noms exacts, pour ne pas me tromper. Les téléspectateurs nous écoutent, donc n'essayez pas de me distraire. Pour dire que c'est bien beau, le RDPC, le MRC tient un meeting sur les trottoirs et quelque part dans un collège,
nous voyons un peu, il y a cet engouement-là. Mais quand vous remarquez que nous n'avons pas plus de 2% qui ont des cartes électeurs, ça cause problème. Pareil de l'autre côté. Mais nous restons sereins. Nous allons avec un chiffre, nous allons avec des acquis. Nous sortons d'une élection de 2011, nous avons eu presque 3 millions, plus de 3 500 000 votants. C'est déjà un acquis que nous tenons à conserver. Et ce qui se pose, et les CAM nous démontrent un chiffre d'à peu près 6 800 000 inscrits, même si on prend 6 900 parce qu'on est au-delà à 6 880 poussières. Le RDPC à lui seul, nous comptons à peu près déjà 3,5 millions. Et tout au milieu, nous attendons grappiller les indécis, les frustrés, ceux qui sont même du camp d'en face pour leur dire non, le meilleur, l'expérience, ça c'est l'heure de la force de l'expérience. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez monsieur Biya, il ne fuit pas son âge, 85 ans. Vous avez un monsieur de 85 ans qui vous fait 2 heures de nage par jour. Dites-moi, dans l'opposition là, qui d'entre eux peut faire 2 heures de nage par jour? Vous êtes son maître nageur, c'est ça? Complet. Mais je parle des choses vérifiées. C'est vérifié. Okay. Donnez-moi le nom d'un candidat qui fait 2 heures de nage par jour. Merci. Ça veut dire que la nage étant un sport le plus complet, il y a la nage, il y a le cyclisme, c'est les sports les plus complets. Monsieur Biya est apte mentalement, physiquement, à continuer à assurer les 7 prochaines années. Et les 7 prochaines années sont pour la jeunesse. Parce que dans son interpellation, en 36 ans, il n'y a pas eu de l'article 6, je sollicite les suffrages pour accroître le rôle de la femme et des jeunes. En 2011, mieux que par le passé, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Désolé. Mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes et aux jeunes une juste place dans la société. Non seulement au regard de leur poids démographique, mais aussi en considération de l'énergie dont ils sont porteurs. À cet effet, c'est M. Biya qui parle, ce n'est pas moi, Ngoma Honoré César. Je m'engage à accélérer le processus d'industrialisation de la parité hommes et femmes. Okay. Je m'engage à renforcer la prise en compte des besoins des femmes dans les politiques publiques et sectorielles. Je m'engage à améliorer le niveau de la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle. J'ai fini ce dernier paragraphe. Je m'engage à assurer... César, merci. Germinal Soso, dites-nous, on est sur la déferlante. On a vu ce qui s'est passé à Douala, et on a également vu ce week-end à Banganté. Contrairement à ce que notre ami du RDPC voudrait faire croire aux citoyens ici, monsieur, je vous le dis, les Camerounais sont au fait des choses. Les Camerounais ne se déplacent pas par hasard. Il ne faut pas croire que quand un Camerounais se rend à un meeting, c'est juste pour venir faire de la figuration. Nous ne sommes pas comme certains. Au RDPC, apparemment... Pourquoi ce problème-là revient tout le temps? On se dit toujours que non, parmi tout ce qu'on voit là, quand Cabral Libye tient son meeting, ils n'ont pas de carte. Pourquoi ça revient tout le temps? C'est quoi le problème? Il faut être réaliste. Mais parce que c'est vérifié, c'est la vérité. Il faut être réaliste. C'est vérifié avec un échantillon de 10 personnes. Quand il y a un meeting de plus de 10 000 personnes, vous utilisez un échantillon de 10 personnes pour dire que c'est vérifié. Mais vraiment, allez dire ça dans une université de la place et puis on va vous remettre à votre place. Je suis désolé. Donc, comme je disais tantôt, Cabral est en train de créer un mouvement nouveau. Il y a de l'osmose. Les Camerounais se sentent concernés par ce qu'il propose. Donc aujourd'hui, quand un Camerounais se lève pour assister au meeting de Cabral, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intéressé par la chose politique. C'est parce que justement, il voudrait participer activement à la vie politique de l'État du Cameroun. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a un meeting de Cabral, je suis d'accord, tous ceux qui sont là n'ont pas forcément leur carte d'électeur. Mais de là admettre... Merci de le reconnaître. Merci de le reconnaître. Mais attendez, soyons sérieux. Nous, on reconnaît toujours les faits tels qu'ils sont. C'est vous qui essayez d'amadouer en utilisant des propos qui ne tiennent pas la route. Nous sommes toujours dans la vérité. Ne soyez pas très nerveux. Cabral, c'est un très bon ministre de la Communication. Nous sommes toujours dans la vérité. Vous me permettez de continuer. Donc, avec Cabral, les gens qui viennent à la campagne sont là parce qu'ils veulent justement participer à la construction de cet État. La perspective... Qui viennent faire ses preuves au prochain gouvernement. Oui, attendez. Il n'y aura pas de prochain gouvernement. Le gouvernement de Cabral
c'est à partir du 7 octobre prochain. Oui. J'ai vu votre perspective 2025. On Ça, n'entre c'est pas pour dans la sa lunatique. maison par le toit. On commence par... Ça, c'est un discours qui ne passe plus. Aujourd'hui, nous sommes là pour libérer les énergies. Ok. Alors, Merci. nous n'allons plus permettre que vous, RDPC, qui Merci. passez votre temps à embrigader les énergies. Merci, à merci, nous libérons Germinal. les énergies. Oui, Rapidement. je dis, par rapport à cela, j'ai deux choses que je voudrais dire. Je voudrais commencer par constater que ces records d'affluence qui sont battus durant les meetings ne laissent personne indifférent. Et c'est comme une stratégie trouvée en face par nos amis du parti au pouvoir. Devant cette déferlante que réussissent à imposer certains candidats, la stratégie c'est que bon, est-ce que tout ce beau monde a des cartes d'électeurs? Je trouve que c'est une stratégie et c'est de bonne guerre. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que après avoir parcouru tous les articles publiés par les journaux au sortir du meeting du président de la République du côté de Marois, il y a des choses des constats qui se sont dégagés à la lecture des articles. Premièrement, on vous dit, on a réquisitionné des étudiants dans les amphithéâtres. Je ne sais pas s'ils ont tous des cartes d'électeurs. On a réquisitionné toute l'administration. On a réquisitionné les élèves. On a réquisitionné tout ce qu'on a pu réquisitionner. Et les uns et les autres, derrière cela, ont reçu des gadgets dont certains parlaient. De l'argent. Il y a encore fait le ramassage dans mon quartier. Faisait le ramassage avec des bus. Avec une petite motivation financière. Donc, je me demande, est-ce que toutes ces personnes ont les cartes d'électeurs aussi? C'est une interrogation tout simplement parce que je n'ai aucun élément pour dire si oui ou non. Elles ont des cartes d'électeurs, je m'interroge. Et finalement, pour sortir, vous constatez que beaucoup sur le terrain ont dit en 2011, il y avait plus de foule lors du lancement de la campagne du président de la République dans ce même stade de Marois qu'en 2018. Que s'est-il passé? Oui, mais il faut préciser, Serge Alain. La première consigne de ces élections, c'est le porte-à-porte. Pendant que nous avons une mobilisation de 60 000 personnes à Kamtel-Bepanda, je peux vous assurer que tous les 6 arrondissements, de Gobala, restons à Marois. Il y a des équipes qui font du porte-à-porte. Non, c'est ça qui empêche Stratégie que que vous lorsque avez votre triché chez champion, je vous en prie, c'est ça qui empêche que lorsque votre champion arrive à Marois, qu'il y ait moins de personnes qui viennent voir le champion, contrairement à ce qu'on a vu en 2011. Non, ne nous trompons pas. L'extrême nord sort d'une situation où il y a eu beaucoup d'exodes. Ne perdons pas ça de vue. Et le Cameroun est en perpétuelle mutation. On s'est dit les Camerounais se déplacent. Il y a une libre circulation qui incite les uns et les autres à aller de part et d'autre. Par rapport, nous ne faisons plus des meetings où nous voulons jouer sous la mobilisation, le nombre. Nous jouons sur l'efficacité. Dans un meeting du RDPC, vous allez toujours voir que vous aurez 90 à 95% des militants et non des badauds et des suiveurs. Ça, c'est la réalité. Merci. Et c'est une réalité que l'opposition n'arrive pas à pouvoir digérer. Et je voudrais dire, pour chuter, Alain, s'il te plaît, ne trompons pas les Camerounais. Tous sont conscients aujourd'hui que la force de l'expérience du président, il n'y a pas meilleur candidat pour les 7 prochaines années. Ok, on vous a compris. Maître Sikati, rapidement. Juste à sa suite, je voudrais indiquer que lorsque le professeur Maurice Kamto était en tournée à l'extrême nord, je pense que les meetings qu'il a organisés là-bas, on voyait qu'il y avait vraiment une effervescence populaire. Il réunissait plus de 10 000 personnes. Donc, si le RDPC n'a pas pu faire pareil, c'est tout simplement qu'il y a une véritable désaffection vis-à-vis de votre candidat. L'autre chose, c'est que lorsqu'il dit que la plupart des personnes qui viennent au meeting de l'opposition n'ont pas de carte électeur, je ne sais pas quel est son baromètre d'appréciation, mais seulement, je voudrais lui dire que les Camerounais ne sont pas dupes. Parce que nous sommes très bien organisés. Nous avons des agents. Vous mobilisez, vous avez nos militants qu'on envoie pour mener des enquêtes. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales qui vont constituer ce 20h. Vous le savez, nous sommes le 1er octobre, date de la réunification du Cameroun, du moins la commémoration de cette date, il y a 57 ans. Et vous suivrez l'ambiance qui a prévalu dans les régions anglophones ce jour de commémoration et de célébration de la date de la réunification, et des témoins vivants de l'histoire s'expriment dans le journal de 20h.
Sur la route d'Etoudi 2018, au-delà de l'écho de campagne des différents candidats, vous suivrez comment ces candidats multiplient les stratégies pour enrôler des leaders d'opinion, artistes, musiciens, sportifs, qui ont choisi de rejoindre la campagne électorale de certains candidats. On en parle au journal de 20h. Voilà, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, messieurs, je vous retrouve toujours en compagnie des experts pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Et le premier à prendre la parole, Éric Marsan Djomo, une fois de plus. 1er octobre 2018, vous qui êtes un habitué, on va le dire comme ça, vous avez fait plusieurs fois la région du Sud-Ouest ainsi que celle du Nord-Ouest. Pour ce 1er octobre 2018, les populations sont plus restées chez elles par respect du mot d'ordre tous les lundis ou bien par rapport à cette menace pour le 7 octobre? Il y a plusieurs raisons qui justifient le fait que les rues soient restées désertes. La première, c'est que un nombre important de populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a déserté. Donc, n'est plus présent, a envahi les autres grandes villes, notamment les métropoles que sont Douala et Yaoundé. La deuxième raison, c'est ce couvre-feu instauré par les autorités administratives dans ces deux régions du pays. La troisième raison, c'est le ghost town. Vous savez, tous les lundis, c'est ville morte. Dans ces régions anglophones, dans les ça 13 fait la troisième, ouais. Voilà, des régions anglophones. Et la quatrième raison, forcément, c'est la peur, avec les coups de feu qui ont retenti tout au long de la journée pour les quelques personnes qui restent encore dans ces villes sous haute tension. Voilà, il ne fallait pas prendre le moindre risque, rester à la maison parce que ça crépite énormément, parce que l'armée sillonnait, parce que ces pro-ambazoniens n'étaient tout aussi pas loin. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, on aura appris des affrontements en raison du fait que voilà, certains auraient tenté, comme il y a de cela un an, de hisser voilà, le drapeau qui est le leur. Mais à chaque fois, voilà, il y a eu cette riposte ferme des forces de défense et de sécurité. Voilà, Germinal Soso, dites-moi, le 1er octobre 2018, les populations, une fois de plus, prises entre deux feux. Oui, nous constatons que dans les régions anglophones de notre pays, un certain nombre de citoyens n'arrivent pas à se mouvoir comme ils devraient. Il faut ajouter à cela le fait que, une fois de plus, le gouvernement brille par des solutions cosmétiques qui ne servent pas forcément à la réalité du terrain. Je voudrais dire que le fait de mettre en œuvre justement cette séance de ville morte, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas ça la solution. Il faut permettre... Le fait de décréter le couvre-feu. Le couvre-feu, voilà. Oui, parce que les villes mortes, c'est plutôt les sécessionnistes qui sont plutôt, exactement. justement. Merci. Donc, le fait de décréter le couvre-feu, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution pour apaiser la situation. Donc, il faudrait justement prendre des mesures qui s'y à la réalité du terrain. Aujourd'hui... Lesquelles, par exemple? Tout le monde parle du dialogue. Aujourd'hui, il aurait peut-être fallu mettre sur pied un événement qui permette justement à ces populations de ressentir que l'État est avec eux. Donc il aurait peut-être fallu envoyer, comme le président lui-même en personne, il est ailleurs, donc il peut justifier son absence. Il aurait peut-être fallu commissionner, je ne sais pas moi, le gouverneur de la région, des deux régions, pour qu'il puisse justement tenir, je ne sais pas, un petit point de presse pour rappeler aux populations que l'État est toujours là, qu'ils peuvent être rassurés de ce que l'État garde le contrôle et que d'ici au 7 octobre prochain, il n'y a pas de souci à se faire et que justement, avec le concours de cet État-là, les choses vont se dérouler dans les normes. Ok. Maître Sikati, le président, samedi dernier à Maroua, on a senti une espèce d'évolution dans le langage. Il a clairement utilisé le terme sécessionniste. Il dit ceci: les sécessionnistes, et non plus, il ne parle plus de bandes armées, des soi-disant libérateurs. Sur cette évolution, est-ce que vous pensez que le président a pris la mesure de la chose dans le vocabulaire? Bon,
Non, mais je pense Il a parlé clairement de sécessionnistes. Bon, je ne pense pas qu'un simple jeu de mots peut être entendu comme une solution à une crise qui dure quand même depuis plus de 2 ans. Depuis le départ, l'on a quand même constaté que les revendications, que ce soit les revendications sécessionnistes ou bien celles qui étaient faites par la société civile anglophone, étaient des revendications essentiellement liées sur la qualité de la gouvernance. Je dirais même la mauvaise gouvernance du régime. Parce que lorsque vous avez une couche de la population qui se sent totalement à l'écart du système d'administration de l'État, parce que vous avez un système hyper centralisé où les gens ont l'impression que pour avoir le plus petit moyen de développement, il faut forcément appartenir au parti au pouvoir. Je pense que c'est des situations qui créent des rancœurs, des frustrations. Et à un certain moment, vous pouvez avoir une partie de la population, du moins c'est des sécessionnistes, qui rentrent dans une logique de surenchère, mais qui au demeurant ne traduit pas toujours ce qu'elle pense exactement. Je veux dire la sécession. Parce que quand je parle de surenchère, c'est que lorsqu'on fait de la politique, il faut être capable de faire aussi la psychologie. La psychologie politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impression que moi j'ai et que la plupart des Camerounais ont, c'est que le régime de M. Biya est en train de se cantonner à l'aspect littéral des revendications des sécessionnistes. Dans tout combat, il y a ce qu'on appelle le visage officiel, non, pas le visage officiel, il y a le visage caché et il y a le visage qui est certain. Donc, je pense que si, du côté du régime, on avait eu la volonté de mettre sur pied un système, même pas un système, mais une volonté de régler cette crise de façon amiable, étant entendu qu'en fait, il s'agit d'une crise entre les Camerounais. Bon, il y a longtemps que cette guerre serait terminée. Lorsque je regarde les exemples de d'autres pays où il est arrivé que l'armée soit en guerre contre une partie de la population, je me suis rendu compte que dans tous les cas, la crise sociopolitique s'est terminée par un dialogue. C'est-à-dire, on a eu un dialogue au bout duquel on a débouché sur un certain nombre d'accords. Et je vois mal un État en train de gagner une guerre contre son propre peuple. Bon, je ne suis pas en train de dire que lorsque peut-être les militaires sont en situation de légitime défense, ils ne vont pas réagir. Mais de là à privilégier la guerre, alors qu'il y avait un autre moyen de régler cette crise, notamment mettre sur pied des assises nationales pour discuter des questions d'administration de l'État, pour mettre sur pied une véritable politique de décentralisation. Mais on constate quand même que le régime RDPC, malgré le fait qu'il ait créé un ministère en charge de la décentralisation, mais ce ministère a eu besoin de pratiquement 6 mois pour qu'on ait le décret d'application bien organisant le dit ministère. Donc, du même coup, ça peut paraître légitime que certains de nos compatriotes anglophones et même les extrémistes sécessionnistes se disent qu'en réalité, la petite main tendue que M. Biya semble leur accorder, c'est une véritable esbrouffe. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas en train de voir se concrétiser une volonté politique réelle qui tend à mettre fin à la crise. Donc le régime du renouveau a choisi, tel que je vois, de régler cette question-là par voie militaire et par voie de l'usure. Justement, le Paul Biya, samedi dernier à Maroua, il termine son discours un peu avant, il dit ceci: il nous faudra pour cela rester unis et solidaires, manier à la fois la fermeté et le dialogue. C'est Paul Biya qui le dit samedi. Oui, mais la fermeté, je suis d'accord qu'on doit être capable d'affirmer la fermeté à ce qui concerne l'indivisibilité du Cameroun. Il faut être ferme là-dessus. Et même le MRC, le professeur Maurice Kamto, a dit le caractère indivisible du Cameroun est sacré. Bon, maintenant, je pense aussi qu'il faut... Il parle de dialogue aussi, là. Oui, mais sauf qu'on ne voit pas cette perspective de dialogue dans les faits. Peut-être on est en période de campagne électorale et qu'il voudrait certainement avoir un certain nombre de voix dans les régions anglophones, notamment dans les centres de vote qu'ils sont en train de vouloir créer. Mais en même temps, je pense qu'en politique, il faut être capable, lorsque vous émettez une idée, il faut qu'on voit la concrétisation pratique, que ce soit lisible. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que le fait pour le président de la République d'envisager un dialogue participe d'une volonté réelle, d'une volonté qui est affirmée. Est-ce que ce n'est pas un gain de temps en attendant que les élections passent et qu'on rentre encore, le régime rentre dans la même rengaine de la répression tout azimut? Donc je prends souvent des exemples.
Je prends l'exemple d'un pays comme le Congo où, après les élections, on a quand même constaté qu'il y avait eu une véritable rébellion qui était née dans le pôle, la rébellion du pasteur Toumi. Pasteur Toumi, oui. Mais on a quand même vu que malgré le fait que le régime de Sassou Nguesso ait privilégié l'option militaire, mais après, ils se sont rendus compte que, en dépit de ce qui avait un véritable déséquilibre sur le plan des compétences, sur le plan de l'efficacité, l'armée étant au-dessus des rebelles, mais on voyait quand même que les rebelles avaient une capacité de nuisance qui faisait en sorte que les gens ne puissent plus vivre. À la fin, il y a eu un dialogue et aujourd'hui, le pôle est en paix, tout le Congo en paix. Donc je pense que c'est la même chose. Nous avons prôné au sein du MRC, le professeur Kamto est en train de prôner un dialogue inclusif. Et il dit que lorsqu'il sera élu président, en l'espace de 2 mois, la crise anglophone sera totalement réglée parce qu'il y aura des assises nationales sur l'administration du territoire au terme desquelles les Camerounais seront consultés sur la façon dont ils voudraient être administrés. Okay. Donc, il ne s'agit pas d'imposer aux gens, parce que ce que le RDPC fait aujourd'hui, c'est que M. Biya fait aujourd'hui, c'est imposer aux Camerounais une façon de gouverner, une gouvernance qui ne leur convient pas. L'État décentralisé aujourd'hui, à la façon du régime de M. Biya, est totalement dépassé. Une décentralisation où il y a encore une confiscation des compétences, du transfert des compétences et des ressources, ce n'est pas une décentralisation. Ok, merci. César Honoré Ngomon, fermeté et dialogue. Ce qu'on retient un peu du discours de Marois par rapport à la crise anglophone. Fermeté et dialogue, oui, mais bien avant. Je pense qu'il faut manier la fermeté et le dialogue. Bien avant ces propos, peut-être j'aurais dû à l'entame de cette émission présenter mes excuses aux téléspectateurs qui se sont donné la peine de nous attendre parce que je vous ai appelé pour vous prévenir que j'étais sollicité pour une émission qui finissait à 19h. Donc c'était pas poli que j'entre en plein dans le sujet sans toutefois présenter mes excuses à ces téléspectateurs. Oui. Quand je l'ai dit, j'entre dans le vif du sujet par rapport à la fermeté et au dialogue. Vous voyez que ces deux mots sont capitaux. Monsieur le président de la République Biya a choisi le mode de gouvernance paternaliste. C'est pour cela que nous avons nous connaissons une certaine lourdeur, un certain ralentissement par rapport à l'action qu'il a bien voulu impulser au lendemain de son accession. Vous parlez de paternalisme, il y a le mot pater. Oui. Il y a des enfants qui sont malades, il n'est pas au chevet de ces enfants. C'est le procès qu'on lui fait depuis. Le président a toujours été présent dans toutes les situations qui interpellaient la nation. Vous n'allez pas demander à un président une moto qui vient de cogner un compatriote dans mon village à Obala, alors qu'il a des représentants. Ah bon? Vous voulez que le président... un patron comme cogner au Obala. Je prends un exemple. Je prends un exemple d'un accident de moto qui vient d'avoir lieu à Obala. C'est un exemple banal. Prenez des exemples réalistes, monsieur. On parle ici de la crise anglophone. Prenez des exemples réalistes. Mais permettez, ne parlez pas à ma place. Vous n'allez pas me sortir du débat. Je reste assez précis. Du débat tout seul. Non, je ne sors pas du débat. Je veux par là dire que le président est présent. Présent voudrait dire quoi? Il a une gestion décentralisée. Nous avons des gouvernants, nous avons des préfets, nous avons des sous-préfets qui sont des représentants légaux de l'administration. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on veut pouvoir reprocher. Il est le père de 25 millions de Camerounais et il ne peut pas être au même endroit, au même moment. Mais il faut reconnaître... Il a été où? Il faut reconnaître, mais il a toujours été, que ce soit le problème des écarts, la catastrophe des écarts, il n'y a jamais été. À quel moment? Il n'y a jamais été. Depuis 2 ans que la crise anglophone a démarré, il n'y a jamais mis les pieds, malheureusement. Omer, ça, c'est ce qui fausse la politique dans notre environnement. Éric Marcel, pardon. C'est ce qui fausse la politique dans notre environnement. Vous ne pouvez pas mettre la posture d'un président de la République qui a sous sa tête 25 millions de Camerounais et 6 voisins et l'international pour pouvoir le réduire. Non, sur d'autres sujets, ils sont 60 millions et plus, et puis le président arrive à se déplacer. La gesticulation n'est pas un signe. Qu'est-ce que vous appelez gesticulation, monsieur? Arrêtez de gesticuler. Il faut être présent. Nous parlons politique et nous parlons concret. Quand on est premier en tout, je vous en prie, Germain. Je ne viens pas ici pour dire aux Camerounais que Biya est tout beau, il est tout fort, il est le meilleur. Mais je viens leur dire que de tous les candidats, parmi les 9 candidats, il est le meilleur. Il est celui qui a la force de l'expérience. Et c'est pour ça qu'ils doivent prendre ce bulletin blanc dimanche et voter pour lui. Pour répondre à votre question, merci, parce qu'ils ont voulu répondu. Non, ils ont voulu sortir du débat. Vous avez préféré présenter le bulletin que de répondre à ma question. Non. Bon, les artistes
Non, vous avez préféré S'il vous plaît, un peu de présenter... respect pour le plateau. Vous avez préféré que de répondre à ma question. Je sais que vous êtes là pour votre candidat. Merci. Serge Alain, tu permets en 1 minute pour chuter sur... Non, 1 minute, c'est beaucoup. Quelques secondes. Oui, quelques secondes. Moi, je voulais dire Mais le vrai problème avec vous, RDPC, c'est Maître l'arrogance. Sikati, C'est- permettez, c'est quelques ce manque secondes, on de capacité revient. de respect. Vous êtes sur un plateau où le journaliste, il a son chronogramme de débat, vous voulez lui imposer votre façon Maître de faire. Sikati, Malheureusement, le parti quelques est à secondes, toujours fonctionner on comme ça. avance. J'ai Il y pas a un arraché deuxième la sujet. parole. J'ai Il y a un négocié, deuxième j'ai sujet, demandé. rapidement. Oui. Allez-y. Sur le deuxième sujet, je voulais dire ici, nous ne sommes pas ici là pour faire de la flagornerie. Vous voyez que l'opposition est incapable de vous expliquer ce qu'ils veulent faire ce qu'ils proposent aux Camerounais pour les 7 prochaines années. On a parlé de programme. Les programmes de société qu'on ne veut pas, Nous tout le sommes monde en en fait train de quoi? parler. Nous sommes en train Soyons sérieux, Nous monsieur. sommes sur un On a plateau parlé de de télé. programme. Il y a des Merci. sujets, Non, mais là, vous faites non seulement Vous du temps et de la démagogie, monsieur. Bon, merci César. Éric Marcel Domon. Ce plateau, c'est un plateau respectable. Merci. Essayez de Mais respecter respectez-le, mais c'est à vous de le respecter. Merci, cher monsieur. Éric Marcel Domon. On voit des artistes aux côtés de nos 8 champions, 9 champions, on va le dire comme ça. Oui, exactement. C'est pas un phénomène, c'est peut-être nouveau au Cameroun, puisqu'on l'a vu en 2008, Jay-Z, Spike Lee soutenir Barack Obama. Exactement. C'est pas un phénomène complètement nouveau, mais il faut dire que cette campagne 2018 a la particularité, au regard de la ferveur populaire que drainent les différents candidats, a la particularité de voir aussi cet engagement des personnalités publiques derrière les différents candidats. Avant, c'était pas trop possible parce que, eh bien, on pouvait voir que certains pouvaient manifester une certaine peur de s'aligner derrière un candidat de l'opposition, peur Donc on a de vaincu la peur, représailles. ils ont vaincu la peur. Oui, Les artistes. Ils peur, s'affichent. peur de représailles sur plusieurs aspects, mais là, on sent qu'il y a une barrière qui est cassée. On sent que les Camerounais, non seulement s'intéressent de plus en plus... Dans 2018, à la c'est politique. particulier. Je pense que 2018 est en train de s'imposer comme historique dans le déroulé des élections depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays. Parce que, comment est-ce que vous allez m'expliquer, oui, il y a un parti, un candidat qui a tous les moyens, qui a derrière lui une pléthore d'artistes, c'est logique, mais à côté, vous voyez des artistes qui s'engagent derrière des candidats. Ils sont, en termes de pronostics, tels que trivialement ça s'est dit dans la rue, voilà, ils n'ont pas beaucoup de chances de s'imposer au regard de ce qui est dit, mais ils sont là par conviction. Ils sont là, ils se sont engagés derrière Cabral Libi, derrière M. Kamto, derrière Akere Mouna, derrière même le pasteur Afanoui Ndifo, derrière Serge Espoir Matomba. On a vu One Love, le Camerounais qui a chanté Paul Biya doit partir tout récemment, s'aligner derrière ce candidat. Donc, je dis, il y a quelque chose d'historique, il y a quelque chose qui pousse à croire que désormais, les élections au Cameroun ne seront plus ce qu'elles ont été par le passé. Ok, Germinal Soso. Absolument. C'est cette sortie, on va dire, sortie des bois des artistes qui s'affichent, n'ont plus peur des représailles. Ils s'affichent avec les adversaires du président sortant. Cela participe tout simplement de la maturation politique au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut analyser la chose. Aujourd'hui, on n'a plus peur de s'afficher avec l'opposition. Aujourd'hui, ces artistes, il faut le souligner, sont pour la plupart des jeunes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont engagés dans ce processus de politisation, non seulement de la société, mais également de la maturation politique, de leur conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, puisque moi-même je suis jeune, nous avons besoin d'autre chose. 36 ans, c'est beaucoup. Nous demandons à notre papa, puisqu'il est notre papa, d'aller se reposer, de prendre tranquillement sa retraite. Ses enfants sont prêts à prendre la relève. César, ces artistes-là qui vous ont lâché, on va le dire comme ça. Parce qu'on s'attendait à ce qu'ils suivent tous le RDPC. Mon compatriote, comme dit, ils ont beaucoup pris conscience. Mon compatriote et mon cher ami, ce soir parlait tout à l'heure de la maturité politique. Voilà. Et le père, l'impulseur de cette maturité politique s'appelle bel et bien M. Paul Biya. Ah bon? La liberté d'expression, le promoteur de cette liberté d'expression s'appelle bel et bien M. Paul Biya. Merci de le reconnaître. Et pour répondre au niveau des artistes, je pense que c'est tout à fait normal dans le jeu politique actuel. Il n'a jamais été question de pouvoir influencer X ou Y, de ne pas pouvoir... Il n'y aura pas de chasse aux sorciers après?
Non, le Cameroun, nous n'avons jamais vécu cela. Ah bon? Donc, non, nous n'avons jamais qui s'est vécu passé cela. à Ouagadougou, Il faut qu'on l'ignorer? soit assez honnête. 40 Il faut qu'on soit assez représentants. honnête Compris. de le C'est- reconnaître. c'est monsieur. C'est M. Paul Biya qui est à l'origine. Et je voudrais bien préciser, parlant de ces artistes-là, je voudrais faire une petite virgule en précisant de tous dont on a voulu nous accuser tout à l'heure, où le président n'a jamais été présent. J'aurais bien voulu que mes compatriotes ici sur le plateau nous disent Isaac n'a pas été présent, Kamto y a été, tel a été. Kamto n'est pas tel a président été. de la République, Par exemple, non. César. L'élection ne se prépare pas le jour. Oui, de la on a campagne. déjà L'élection évoqué ça, se on vous a prépare compris. 7 ans en amont. Ok, Nous César, on préparons a ces compris. élections depuis 2011. Ou alors, Maître parce que Sikati, aujourd'hui, il n'y a Maître pas été Sikati, merci, Maître Aujourd'hui, Nous avons été dans les régions de la anglophones. déferlante. Merci, oui, merci César. Mais Serge Alain, il faut une équipe. Nous avons été dans les régions Non, non, chaque fois vous sortez. Parce que vous sortez du. Je vous en prie. Non, vous n'avez pas sorti du sujet. Jamina Soso, je vous en prie. Vous n'avez restez donc dans le sujet. Je vous demande ces artistes-là qui étaient en principe censés être avec vous, qui se retrouvent de l'autre côté, à visage découvert. Est-ce qu'il n'y aura pas de chasse par exemple? Non. Tous les artistes qui sont avec nous, aucun artiste ne nous a jamais lâché. Donnez-moi un nom. Vous connaissez tous ces artistes qui sont allés de l'autre côté, c'est des artifices, et c'est tout à fait normal. Et nous sommes dans un jeu démocratique. Quand on est dans Nous l'opposition, sommes dans on un est jeu des démocratique. Nous sommes dans un jeu démocratique. Ok. Les artistes que vous avez cités tout à l'heure, nous sommes dans la liberté d'expression totale. Chaque artiste est libre de s'engager derrière. Il y a des le sportifs, candidat. Rigobert Son, Et pareil, chez vous les journalistes. RDPC. Vous avez vu les journalistes qui se sont engagés. Je vous en prie, Solomon Soso. C'est lui qui a la Pour parole. faire un débat, il faut de l'expérience, il faut de la maturité. La force de la maturité s'explique Elle est pour défendre dans son la candidat. démagogie. Ok, merci, Je suis merci en train de donc. vous l'expliquer aux Merci, Camerounais qui merci. nous écoutent que le 7 octobre, no make error. Ok. Vous voyez l'expérience dans ce plateau. Il y a cela une semaine, son candidat a commis la bourde de pouvoir stigmatiser une religion dans ce pays. Jamais, je ne Ça vais n'est Merci, jamais merci. Donc, il faut Maître faire Sikati, très attention. c'est je vous en prie. Il faut Maître faire très Sikati, je attention. vous en prie. Et Maître la preuve, Sikati, c'est sur ce- Maître c'est sur ce Sikati, plateau. vous avez recruté même un entraîneur, hein, ancien entraîneur de football. Mais Non, est-ce qu'ils l'ont recruté? quand vous parlez de recruter, c'est un peu comme si, dans le cadre d'un marché de transfert, comme ça se passe dans le football. Et vous a rejoint, si vous préférez. Voilà, je pense que le terme que vous Oui. utilisez est pratiquement adéquat parce qu'en réalité, toutes les personnalités qui nous rejoignent le font par conviction, que ce soit Jean-Pierre Bekolo, qui est un cinéaste de renom. Je pense qu'il a lu le programme politique du candidat Kamto. C'est quand même courageux, hein, de la part de Jules Nyonga, quelqu'un qui a travaillé avec... J'en viens parce que oui. Jules Nyonga, c'est un sportif de haut niveau, entraîneur de football. Il voit très bien que nous avons un véritable programme de construction des infrastructures, de développement du sport, et notamment le football. C'est-à-dire un programme qui consiste par exemple à construire des infrastructures sportives dans les stades de football dans toutes les localités. Oui. C'est-à-dire, je peux dire que c'est un programme qui consiste à rapprocher les populations, les jeunes, des infrastructures sportives pour susciter des vocations. Okay. Donc, je disais que Jean-Pierre Bekolo, je pense qu'il a lu le programme du professeur Kamto. Il est question de construire des écoles d'art pour faire en sorte que l'art rudimentaire que nous voyons aujourd'hui, le Cameroun a beaucoup de talent sur le plan de l'art, mais je pense quand même que, ou bien le professeur Kamto pense que si jamais ce talent est aménagé dans le cadre d'une véritable formation académique, eh bien, on peut produire des grands acteurs, on peut avoir une véritable industrie du cinéma, une industrie de l'art. Okay. À côté de cela, vous avez des chanteurs de renommée internationale comme Valsero, voilà, qui habituellement est connu comme un chanteur satirique qui défend les valeurs du peuple camerounais, qui défend les souffrances des Camerounais. Et qui a vendu combien de disques dans le monde? Je pense qu'il est quand même ennuyeux de faire un débat avec vous, mon cher monsieur. Et qui a vendu combien de disques dans le monde? Quand vous avez la parole, c'est pas de ça qu'il est question. Vous me laissez parler, je ne vous interromps jamais, s'il vous plaît. Je pose juste une question, il a vendu combien de disques dans le monde? Je suis obligé de vous répondre, poser la question à M. Valsero, je ne suis pas son impresario. Donc, j'étais en train de dire que nous avons un programme culturel qui rassemble, un programme sportif qui appelle des gens, et tous les artistes qui viennent chez nous, ils viennent par passion. En même temps, nous pensons aussi que ce sont des gens recommandables avec qui nous pouvons travailler. Parce qu'à la différence de l'autre partie, il y a des artistes, je veux pas me dire sur les gens, mais je pense quand même que il y a le parti au pouvoir, on voit très bien que la plupart des artistes qui viennent avec eux, c'est pour prester, avoir un peu d'argent. Parce que les droits d'auteur sont sacrifiés dans ce pays par la politique de renouveau. Bon, je voulais finir en disant tout simplement
Sikati. Voici le bulletin du tireur et marqueur de pénalty. Voilà, merci. Le 7 octobre, on va sortir. Ce sera le seul bulletin de couleur merci, rouge. Maître Sikati. Merci. On va sortir sur cette intervention de Paul-Éric Kingué, samedi, dimanche dernier à l'Omnisport. Il conseille aux militants et sympathisants de se rendre très tôt et voter et d'y rester dans les périodes de vote. Parce que, dit-il, le RDPC fraude généralement entre 14h et 20h. Dixit Paul-Éric Kingué. Mais c'est vrai. Il parle. Mais c'est vrai. Monsieur Paul-Éric Kingué a l'avantage d'avoir été un militant au cadre du RDPC. Okay, merci. Mais du RDPC, je pense que personne d'autre que lui ne peut dire cela. Okay. Il en a certainement été témoin. Maintenant, bon, il sensibilise le MRC et bien entendu les autres partis. Voilà la réponse du RDPC. On s'arrête. Oui, il faut préciser que tous ces candidats, que ce soit Paul-Éric Kingué, pour que j'ai beaucoup de respect, ou alors Pendeko qui actuellement encore emploie la présidente de la République, c'est des frustrés du régime. Et c'est tout à fait normal. Merci. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro. Exprimer leurs opinions politiques. Merci, c'est ici que prend fin ce numéro de Equinoxe Soir. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bamena.